Bonjour à tous. J'ai reçu aujourd'hui Jimmy Vigneux au podcast. Jimmy qui est directeur général à la SDC et qui a aussi fondé la mission 100 tonnes. La mission 100 tonnes, en gros, a pour but de ramasser les déchets dans nos cours d'eau, dans nos océans. Et depuis sa création en 2018, il a déjà amassé ils ont, avec un S évidemment, déjà amassé 122 tonnes de déchets. C'est un fou projet. Le parcours à Jimmy est hyper inspirant. J'ai bien hâte que vous l'écoutiez. Bienvenue à Voilà le podcast. Comment ça va, Jimmy? Ça va bien, puis toi? Ça va? Ça fait un bon bout qu'on ne s'est pas parlé. Qu'est-ce qui se passe de ton côté? Là? Tu t'es lancé dans les podcasts? Ouais, ben c'est ça. Là, en fait, vu que les gyms sont fermés en ce moment, je me suis dit, tu sais quoi, je vais me tenir occupé, je vais faire quelque chose. Puis finalement, j'ai dit, check, on fait le podcast. Ça fait un bout que j'y pensais, pareil, de faire un podcast qui se veut un peu inspirant, justement. Et on a beaucoup de gens aux États-Unis, ailleurs en Europe, qu'on idolâtre. Mais au Québec, on dirait qu'on n'a pas cette tribune-là, en fait, pour mettre les gens de l'avant. Puis j'ai vu ton Facebook récemment avec la mission 100 tonnes, puis j'ai dit, non, là, il faut que je l'invite. C'est exactement le genre de personne que je vais inviter. Fait que merci d'avoir accepté. C'est vraiment cool que tu sois là. Puis, dans le fond, ça, nous, pour les auditeurs, on s'est connus à la SDC. Je pense que c'est un meeting annuel de la SDC de Chagall-Maisonneuve parce que j'ai un de mes gyms qui est dans la SDC. Puis tout de suite, j'ai vu que tu avais un genre de leadership, une force de caractère quand tu parlais. Fait que je trouve super cool de t'avoir aujourd'hui. Puis on va faire un petit retour sur ton parcours. On va regarder un petit peu tout ce que tu as fait. Puis j'ai plein de questions à te poser qui sont super intéressantes. Fait que tu as porté 1 million de chapeaux. Tu as été en gestion de plein d'organisations. Tu as été président il y a quelqu'un à l'autre bord du mur. Tu as été photographe à temps plein. Tu as fait des missions humanitaires. Tu as fait une panoplie de trucs. Mais parlons un peu de la SDC. En fait, dis-nous un peu quel est le rôle d'une SDC. Puis en tant que directeur général là-bas, qu'est-ce que tu fais? Bien, le rôle du SDC, c'est assez simple, hein, c'est d'aider les commerçants à, j'allais dire, subvenir à leurs besoins, dans le sens qu'on veut qu'il y ait des consommateurs, on veut qu'il y ait des gens, on veut qu'il y ait une vie commerciale. Donc, la SDC est là pour aider les commerçants dans leurs différents besoins, autant d'amener des consommateurs que des fois des problèmes réglementaires avec l'arrondissement ou des choses comme ça. Puis, bon, le rôle de la SDC, c'est de créer une vie de quartier. Et puis ça, c'est assez propre à la SDC, Hochelaga-Maisonneuve, dans le sens qu'on a beaucoup investi sur, on va créer une vibe dans Hochelaga. On veut qu'il se passe quelque chose de spécial. Puis on a le bon quartier pour ça. On a le sentiment d'appartenance des gens est là. Fait que ça a été là, notre rôle beaucoup dans les dernières années de créer cet attachement-là. Fait qu'en tant que directeur général, ben, c'est de coordonner cette vision-là, d'avoir cette vision-là pour qu'ensuite, avec mon équipe extraordinaire, on puisse mettre en place les projets, autant au niveau événementiel, communication, environnement, culturel, pour qu'il y ait une ligne conductrice dans tout ça, puis que ça fonctionne sur le terrain, que les gens soient fiers d'habiter dans Hochelaga-Maisonneuve, puis qu'ils aillent sur les artères commerciales pour faire leurs achats. C'est ça notre objectif. Cool. Tu es là-bas depuis combien de temps? Depuis 5 ans environ, je pense. Hein? 5 ans. Puis quand tu es arrivé sur place, est-ce qu'il y avait des challenges, des défis? Je sais que ça n'allait pas super bien dans Hochelaga, il y a 5 ans. Maintenant, honnêtement, je pense que l'équipe de la SDC est solide parce qu'il y a vraiment eu une évolution. En quoi tu as pu contribuer avec l'équipe à faire changer les choses là-bas? Bien, je pense que quand on est arrivé, effectivement, il y avait beaucoup de vagues au niveau là, des vagues politiques, des vagues d'insatisfaction des membres. Parce qu'une SDC, ça reste que c'est 300 membres qui n'ont pas le choix d'être membres puis qui payent une cotisation importante à chaque année. Donc, les gens ont le droit de chialer quand ils ne sont pas contents. Quand on est arrivé, il y en avait des contents, puis il y en avait beaucoup de pas contents. Fait qu'il y avait beaucoup de chicanes, de dissensions. Puis on a réussi à rallier les gens avec justement une vision. Je pense que c'est ce qu'il n'y avait pas vraiment quand je suis arrivé. On ne savait pas trop où ça s'en allait. Il y avait des événements, mais il n'y avait rien d'attaché ensemble, puis on ne savait pas où on s'en allait. Quand on est arrivé, on a mis une vision. On a brandé Hochelaga, on a compris c'était quoi Hochelaga, on lui a donné une image, on lui a donné un slogan, on lui a donné des vidéos. Puis là, après ça, les gens ont dit « Hey, c'est le fun, ça me connecte, je me sens dans Hochelaga. » On a réussi à rallier les commerçants en faisant ça. Puis là, une fois que tu as les commerçants derrière toi, puis que les citoyens embarquent, bien là, après ça, de monter des nouveaux projets, c'est bien plus facile. Oui, c'est clair. En tant que gestionnaire, tu as une équipe, tu as plein de projets à gérer. Qu'est-ce qui est le plus stressant d'être au sommet d'une telle organisation puis de pouvoir avoir justement beaucoup de responsabilités à faire des choses comme ça, tu sais?
Ben, je dirais que le plus stressant, surtout dans un contexte de SDC, tu as des membres, tu as 300 membres, des jeunes, des vieux, de tous les styles, de tous les âges. C'est dur de faire plaisir à tout le monde. Tu ne feras jamais plaisir à tout le monde, en fait. Non, ça c'est clair. Donc, c'est de créer quelque chose de nouveau qui va aller chercher la majorité, les jeunes comme les vieux. Puis il va toujours en avoir qui vont te critiquer, puis ça, c'est correct, ça fait partie de la game. Mais c'est de te dire, OK, mon idée est assez bonne pour rallier la majorité de mes membres? Fait que des fois, ton idée est bien bonne dans ta tête, mais tant que tu ne l'as pas faite, tu n'es pas sûr de ton coup. Il y a des fois que tu dis, ah oui, celle-là, je suis sûr. Puis il y en a d'autres, des fois, tu dis, c'est audacieux, je vais l'essayer, mais que je ne suis pas sûr. Fait que là, ça, des fois, tu as un petit stress la veille, mettons, d'un événement où ton projet soit lancé, de te dire, hey, j'avais-tu une bonne idée où j'étais dans le champ? Petite dose de stress. Ouais, c'est un risque, mais en même temps, à date, tout ce qui se passe à Hochelaga, c'est de mieux en mieux. Fait que je pense qu'à ce niveau-là, tout fonctionne super bien. Là. Ouais, puis écoute, on va se le dire, si tu prends pas de risques, tu n'innoves pas dans la vie. Hein. Fait qu'il faut que tu prennes des risques. Fait que c'est normal d'être nerveux. Ouais. En même temps, ben, c'est là que, tu sais, quand tu gagnes pour vrai parce que tu fais pas juste répéter ce que le voisin a déjà fait. Tu crées du nouveau. Puis c'est là que tu te démarques. Tu as fait beaucoup de postes de gestion, justement, d'organisation. On n'est pas tous parfaits. Il y a souvent des lacunes, des aptitudes que tu n'avais pas développées. Laquelle tu penses qu'à travers les années, tu as su travailler pour améliorer, qui t'aide aujourd'hui en tant que gestionnaire à l'SDC? Ben, je pense que, tu sais, c'est pas une aptitude, mais c'est la confiance, en fait. Je suis tombé gestionnaire à 23 ans, j'avais pas fini mon bac. Puis, ben, écoute, tu sais, je trouvais que je vais te le dire en toute confidentialité, j'avais pas rapport comme directeur général à 23 ans. Tu sais, quand j'ai jamais travaillé vraiment, je sais pas, plus j'avais un gros poste, même si l'organisation n'était pas si grosse. Fait que quand tu n'es pas sûr de ton coup, quand tu n'as pas confiance, tu prends moins de risques, tu innoves moins. Parce que justement, tu as assez peur de te tromper que tu as mieux y aller dans des zones de confort. Puis plus que tu gagnes en confiance, ben plus que premièrement, tu es capable de vendre tes projets aux autres, aux partenaires, puis plus que tu es game d'aller la petite coche au-dessus qui va faire que le projet passe de super intéressant à extraordinaire. Fait que ce niveau de confiance-là, je pense, c'est ce que j'ai acquis avec l'expérience à travers les années puis qui m'aide le plus aujourd'hui. Ah, c'est clair, si tu es leader quelque part, peu importe la place que tu es, il faut que tu aies une confiance en toi, sinon tu n'as pas confiance dans tes projets. Fait que forcément, tes employés, les gens qui suivent, l'équipe à qui tu es, ne vont pas vouloir embarquer ou vont peut-être moins croire que si tu es hyper confiant puis tu débarques béton comme pas possible. Tu sais. C'est clair. Bon, cool. Parlons de Mission 100 tonnes. Ouais. Et là, je ne veux pas me tromper dans les chiffres, donc j'ai une petite feuille ici. La Mission 100 tonnes que tu as cofondée avec Lynn. Ouais. Décris un peu Lynn, qui elle est dans la vie, en quoi elle t'aide un petit peu? Lynn, je l'ai rencontrée sur Canada C3. Canada C3, c'est un brise-glace qui faisait le tour du Canada par le nord. Okay, cool. Puis j'ai passé 10 jours sur le brise-glace. C'est là que j'ai rencontré Lynn. Lynn est une biologiste de formation, doctorante en biologie marine. Donc, c'est une scientifique spécialiste des océans. Donc, on s'est rencontrés, comme je disais, sur le brise-glace. Puis on a eu un fit naturel parce qu'elle travaille justement à la protection, à la sauvegarde des océans. On a lancé le projet ensemble. Cool. Dans le fond, Mission 100 tonnes a pour but de retirer de tous les cours d'eau, les océans, tout ce qui est déchets, plastique, etc. Depuis la création en 2018, vous avez retiré 122 tonnes de déchets. Vous avez fait 500 nettoyages, puis il y a 11 000 personnes qui ont participé à la collecte de déchets. Puis à la base, ce qui est fou, c'est que l'émission s'appelait Mission 10 tonnes. Puis je me rappelle d'avoir vu sur Facebook quand tu l'as créé. Ça a pris quoi, 75 jours pour ramasser 10 tonnes? Ouais. 0 $ de publicité. C'est le genre de truc que je trouve fou, complètement fou. Là, le 100 tonnes est atteint. Vous êtes à 122. C'est quoi la suite? C'est quoi le prochain défi? Bien, là, ce qu'on veut faire, c'est lancer la mission 1000 tonnes. On a fait 10, on a fait 100. Ben là, on s'est dit la logique, c'est de rajouter un autre 0. Hey, on multiplie par 10, là. C'est pas rien. Non, c'est pas rien. C'est un gros défi. Nice. Mais on s'est dit, regarde, on a été capable de mobiliser 11 000 personnes. Ben, pourquoi pas continuer? Puis on a gagné beaucoup en crédibilité dans les 3 dernières années. On est un peu devenu la référence au Québec en matière de nettoyage des cours d'eau. Donc, on s'est dit, ben, on va être capable d'aller chercher des entreprises, des commanditaires qui vont nous donner de l'argent, puis qui vont s'associer à nous, puis qu'on va être capable de faire grossir la mission pour devenir un organisme environnemental
qui va travailler d'année en année à la protection des océans, des cours d'eau, en faisant du nettoyage, mais aussi l'objectif ultime, c'est de sensibiliser les citoyens à réduire la quantité de déchets qu'on génère, réduire la quantité de plastique à usage unique qui est utilisé. On aime bien ça faire des nettoyages, mais on aimerait ça pas avoir besoin d'en faire. Mais logiquement, les gens qui viennent vous aider à faire du ramassage de déchets, c'est quand même ils s'auto-sensibilisent. C'est clair. Sûrement, parce qu'ils se rendent compte que crème, OK, il y en a là, des copes de plastique partout, il y en a du surplus, puis il y a peut-être une partie qui m'appartient, peut-être pas, mais ça reste qu'on consomme énormément puis beaucoup trop. Là. C'est exactement à ça que ça sert les nettoyages. Oui, nettoyer, mais c'est aussi de faire prendre conscience aux gens que le problème, c'est pas vrai que c'est juste un problème en Indonésie ou en Chine ou en Asie du Sud-Est. C'est aussi ici. Là. Il y a des nettoyages, on ramasse 1 tonne un après-midi. Donc, il y en a des déchets ici aussi au Québec, puis il faut s'en préoccuper. Mais comme tu dis, la meilleure façon de sensibiliser les gens, c'est de leur mettre les 2 mains dedans, puis qu'ils viennent le faire volontairement. La sensibilisation environnementale, on ne peut plus dire là, arrête de faire ça, tu es un méchant si tu utilises du plastique. Les gens, ils ne veulent plus entendre ça. Ce qu'ils ont envie, c'est justement de participer à des initiatives positives, puis se conscientiser eux-mêmes, pas se faire dire quoi faire. Il n'y a personne qui aime ça se faire dire quoi faire dans la vie. Non, c'est clair. Fait que nos nettoyages sont vraiment notre meilleure façon de sensibiliser. J'étais en route ici en voiture, vu qu'on tourne le podcast dans mon gym. Puis j'écoutais Radio-Can. Puis il venait d'annoncer que Coca-Cola allait sortir une nouvelle bouteille qui est plus, je ne sais pas si tu en as parlé, mais plus petite pour que les gens consomment moins de sucre, évidemment. Mais qu'enfin, les bouteilles allaient être 100% en plastique recyclé. Est-ce qu'il est trop tard quand même? T'sais, dans la mesure où, oui, c'est bien qu'on prenne du plastique pour refaire du plastique, mais on refait du plastique. Ben, c'est clair. Il n'y a pas de solution miracle non plus, dans le sens que, idéalement, il n'y aurait plus de plastique, mais le plastique fait partie de nos vies aujourd'hui. Fait que c'est dur de dire qu'on va complètement l'irradier de nos vies. C'est sûr que les grosses entreprises, souvent, ils ont tendance à faire des coups comme ça, qui sont plus des coups des fois de greenwashing, ou des fois que c'est comme... Oui, mais est-ce que le plastique, c'est vraiment la matière avec laquelle ta bouteille devrait être faite? Est-ce que l'aluminium serait mieux? Ben, je pense qu'il faudrait parler à des scientifiques pour ça, mais l'aluminium est recyclable à 100%. C'est ça. Donc, effectivement, ça serait peut-être une des solutions. Faites des canettes. Coca-Cola, faites juste des canettes. Ça va bien aller, là, si c'est 100% recyclable à 100%. Puis surtout que c'est consigné, les canettes. Fait qu'une canette qui est consignée, ben, les gens les récupèrent beaucoup plus que d'autres bouteilles de plastique. Là, les bouteilles de plastique de Coke, normalement, sont consignables aussi. Mais les bouteilles d'eau, par exemple, Coca-Cola produit des bouteilles d'eau via d'autres entreprises. Ils ne sont pas consignées, mais c'est toutes des bouteilles qui se ramassent au recyclage, mais souvent à la poubelle aussi. Là. Non, c'est clair. Puis, d'où est venue l'idée de ramasser les déchets dans les cours d'eau, dans le sens où il y a tellement de choses qu'on peut faire pour aller faire notre part des choses dans l'environnement. Pourquoi ramasser les déchets? D'où vient l'épiphanie? Ben, écoute, il y a 3 ans, on était avant le COVID. Puis, à cette époque-là, on parlait énormément de l'environnement. On parlait beaucoup de la pollution dans les océans. C'était une thématique qui était très en vogue. On en parlait beaucoup. Puis, c'est quelque chose qui me touchait beaucoup. Puis là, je me suis dit, OK, je veux faire quelque chose. Puis j'étais un peu tanné de souvent, sur Facebook, je partageais les mauvaises nouvelles, pour dire, regardez tout le monde à quel point ça va mal sur la planète. Puis je me trouvais déprimant moi-même de faire ça, mais je me disais, bon, ben au moins les gens sont au courant, mais je me rends compte qu'en faisant ça, les gens, ils ne changent pas leurs habitudes. Fait que je me suis dit, qu'est-ce que je pourrais bien faire? Puis là, je me suis dit, hey, pourquoi pas on irait ramasser des déchets? Peu importe ton niveau de scolarité, peu importe ton portefeuille, peu importe tu es un homme, une femme, peu importe ton pays d'origine, tu peux le faire. Ben, pourquoi pas? On va l'essayer. C'est là qu'on a lancé la mission 10 tonnes en se disant, ben, nous autres, on va le faire. On va croiser les doigts. Si ça vous tente, faites-le avec nous. Et là que ça a explosé, puis c'est devenu viral, ces réseaux sociaux. Puis là, on s'est dit, wow, OK, on n'est pas tout seul à le faire. Puis tu vois, ce que je me suis rendu le plus compte dans les dernières années, c'est qu'il y a plein de gens qui le faisaient, mais ils étaient gênés de ramasser des déchets. Parce que c'était un peu... tu avais comme l'image un peu d'être un pauvre ou d'être quelqu'un d'un peu bizarre, de ramasser les déchets des autres. Tandis que là, on a même de juger les gens, justement. Si je vois quelqu'un ramasser, je suis comme, lui me juge. Vu que moi, je ne participe pas, peut-être que les gens vont se sentir mal. Il y a peut-être ce côté-là aussi qui vient jouer. Là. Exact. Fait que là, on a comme rendu ça cool de nettoyer, de ramasser les déchets.
Fait que ça a donné envie à plein de gens de continuer à le faire ou de le faire parce qu'eux étaient un petit peu trop gênés, ils ne le faisaient pas. Mais là, vu qu'on le fait en gang, on crée un mouvement, ben là, il y a plein de gens qui le font. Mais c'est ça, justement, vous avez réussi à faire participer 11 000 personnes bénévolement au projet. Comment tu arrives à mobiliser autant de gens vers un projet qui ramène aucun sou via Internet? Comment ça pour transmettre ta vision à 11 000 personnes? Ben, écoute, c'est la beauté des réseaux sociaux. Hein. Aujourd'hui, Facebook, Instagram, puis un téléphone cellulaire, ben, tu es capable de parler à des millions de personnes. Fait que là, la seule chose qu'il faut que tu réussisses à faire, puis c'est ce qu'on a réussi à la mission 100 tonnes, puis sûrement merci à mon bac en com. Ça peut aider. Ça l'a aidé, effectivement, parce que, tu sais, en fait, on a juste fait de la com via les réseaux sociaux, puis c'est ce qui a fait qu'on a mobilisé 11 000 personnes. C'est en leur parlant. Puis c'est en s'impliquant, en fait, tu sais, dans le sens où je faisais pas juste dire aux gens, allez ramasser des déchets. Moi, j'y allais, puis je le disais aux gens, hey, regardez ce que j'ai fait aujourd'hui. Hey, regardez, on était à 5, hey, regardez, on était 10, hey, regardez, on était à 50 aujourd'hui. Puis là, de fil en aiguille, les gens, ils se disent, hey, ce gars-là, il est vraiment motivé, puis moi aussi, ça me touche, je vais faire ma part. Tu sais, c'est pas compliqué, c'est pas dur, fait que je vais le faire. Et puis, comme ça, ben écoute, ça se partage, puis les gens s'influencent. C'est comme, hey, moi, je vais en faire un nettoyage, tu viens-tu avec moi, ma tante Ginette, puis mon oncle Albert, puis soudainement, ben, il y a plein de gens qui embarquent. Puis il y a des gens à travers le monde qui ont embarqué. Oui, exact. Fait que, bon, on va se le dire, 90% de nos nettoyages sont faits au Québec, mais la beauté des réseaux sociaux, ça n'a pas de frontières. Donc, dans la francophonie, il y a des gens d'Afrique qui nous ont contactés, des gens d'Amérique centrale, qui ont dit, hey, on a vu ça, on trouve ça trippant, on a fait un nettoyage. Puis, il y a beaucoup de Québécois aussi qui sont en voyage puis qui font des nettoyages sur des plages un peu partout dans le monde. Fait que ça nous crée tranquillement, pas vite, un beau grand réseau de gens qui ont envie de faire une différence. Puis, j'étais allé faire une mission au Nicaragua il y a 2 ans. Puis, il y a plein de gens du Nicaragua, quand ils nous ont vus sur le terrain, puis que via les réseaux sociaux là-bas, ils nous ont vus, t'es comme, hey, on veut collaborer avec vous autres, on voit plein de déchets sur nos plages, on veut créer le mouvement avec vous autres. Au Nicaragua, en ce moment, s'il n'y avait pas le COVID, on serait déjà là en train de monter un mouvement parce qu'il y a ce besoin-là partout dans le monde. Mais là, avoir une idée, c'est bien. Tu as une folle idée. Mais comment tu passes d'avoir l'idée à la concrétiser? Parce que tu dis, je vais ramasser plein de déchets, je vais faire 10 tonnes. Mais qu'est-ce qui te pousse, qu'est-ce qui te donne le courage, en fait, de pouvoir dire, hey, c'est possible, je le fais? Ben écoute, tu sais, c'est sûr que tu as un peu la fibre un peu entrepreneur. Tu sais, moi, j'ai ça dedans de moi. Tu sais, j'aime ça, tu sais, puis je pense que tu as ça dedans de toi aussi. Là. Tu as besoin de créer. Tu as besoin de faire quelque chose, de construire quelque chose. Moi, j'ai ça dedans de moi. Tu sais, j'ai été entrepreneur, là, j'ai eu 3 enfants, fait que ça m'a un peu, j'ai mis ça un peu de côté, tu sais, bon. Mais j'ai ce besoin-là de créer des projets, puis j'ai le besoin intérieur de faire une différence. J'ai tout le temps voulu faire une différence pour la planète. Moi, l'environnement, ça me touche. Puis j'ai envie d'amener mon petit grain de sable, même s'il est tout petit, d'y mettre mon grain de sable. Mais l'élément le plus important, puis on en revient un peu à ce qu'on disait tantôt par rapport à la confiance, c'est d'avoir le guts. Puis c'est comme quand tu te lances en affaires, ton projet, maintenant, tu dis, il est bon, mon projet. Là, tu l'as réfléchi, tu l'as en tête, là, tu dis, je pense bien qu'il est bon. On n'est jamais sûr à 100%, là, mais j'y crois. Le next step, c'est de te dire, ben, je me lance dans la piscine, let's go. Puis, advienne que pourra, tu sais. Ça se peut, je me plante. C'est pas grave, tu te planteras, tu sais. Puis, je veux dire, un projet comme la mission 100 tonnes, tu sais, si je me plantais, j'avais juste l'air fou, là. J'investissais pas 100 000 $ là-dedans, là. C'était juste ma face que je mettais en valeur sur Facebook en disant, regardez, gang, je vais ramasser des déchets, venez donc le faire avec moi. C'est un beau projet. Qui est là pour juger quelqu'un qui veut venir aider à la planète, t'sais? Non, c'est clair, mais en même temps, toi, personnellement, si tu dis, hey, je vais ramasser 100 tonnes, puis rendu à 8, tu dis, hey, gang, je suis tanné, ça n'a pas marché mon affaire, t'es gêné un peu pareil, tu sais. Parce que tu n'as pas atteint ton objectif. As-tu un gros orgueil? Sens-tu que ça joue des fois dans tes décisions? Non, je suis assez libéré de ça. Honnêtement, là, je me fous pas mal de ce que le monde pense de moi, dans une certaine mesure, on s'entend. Oui. Mais je m'en fous de me planter. Puis, tu sais, là, quand tu dis, tu sais, quand on regarde ça froidement, la mission 100 tonnes, c'est un gars qui ramasse des déchets. Là. Tu sais, fait que je suis un éboueur. Là, tu sais. Fait que c'est pas si sexy que ça à la base. Tu sais, avant, là, on a brandé le projet, on a fait ça cool, là, mais je m'en souviens quand j'en parlais à des gens avant de lancer le projet, les gens me regardaient et me disaient, ben, c'est cool, mais je comprends pas.
Tu sais, c'est comme, tu vas ramasser des déchets, mais Ouais. tu sais, c'est comme, c'est un peu bizarre quand tu te regardes ça froidement, tu sais. Mais je me suis dit, ben écoute, j'ai rien à perdre, puis effectivement, c'est comme, je m'en fous. Au pire, j'ai l'air fou, puis ça marche pas, mais j'aurais essayé, tu sais. Le, le plus gros défi quand tu lances un truc comme ça, qui n'est pas payant, entre guillemets, qui est vraiment à but juste de venir aider l'environnement, c'est quoi? Ben, je te dirais, là, tu sais, dans le moyen terme, à un moment donné, c'est de garder l'énergie, tu sais, parce qu'au début, tu lances le projet, là, tu es en feu, là, tu sais, là, tu peux travailler 80 heures semaine là-dessus, Ouais. là, tu n'endors pas la nuit, puis tu tripes à faire ça, tu sais. Ah, c'est hot. Là, à un moment donné, ben, ça fait des mois que tu fais ça, même des années. Fait que là, à un moment donné, c'est plus de la nouveauté, tu n'as plus la même énergie du démon qu'au début, mais ça reste que tu portes ça sur tes épaules, que tu n'es pas payé pour le faire, que tu fais ça les soirs, la fin de semaine, dans tes temps libres. Fait que c'est quand même beaucoup de sacrifices. Fait que des fois, là, c'est de garder cette énergie-là, cette motivation-là à sacrifier quand même. Tu sais, moi, je sacrifie du temps de famille, je sacrifie des temps libres, j'investis de mon argent personnel. Fait que, tu sais, c'est quand même beaucoup de sacrifices pour, tu sais, pour un projet de ramasser des déchets, tu sais, que j'y crois, puis c'est pour ça que je continue à le faire. Mais pour la majorité des humains normaux, tu te dis, ouais, ben regarde, cet argent-là, je vais en mettre dans mes REER ou je vais me payer un chalet avec, tu sais. Fait que c'est de garder, c'est toujours ce minding-là, année après année, qui demande quand même, faut que tu y crois, puis faut que tu sois convaincu. Mais ce qui est beau, c'est que ça, tu sacrifies du temps pour aider tout ce qui est environnement. Puis s'il y a plus de gens comme toi, je veux dire, si tout le monde ramassait 100 tonnes de déchets à chaque 2 ans, je pense qu'il y a 8 millions de déchets de plastique dans les océans. Oui, mais qui sont déversés chaque année. À chaque année. C'est Ouais, pas sont pas flottants. Là. À chaque année, il y a 8 millions qui se rajoutent. ouais. On sait-tu combien qu'il y a de millions présentement? On a dit comme un total environ? Ouais, sûrement qu'il y a des chiffres qui circulent, là, je ne les connais pas par cœur, mais honnêtement, ça devient impossible à quantifier parce qu'il y a tellement de microparticules Wow. que ça devient inquantifiable. Mais là, la catastrophe est généralisée dans tous les océans jusqu'en Arctique. Puis on passe des microparticules que ton vêtement, quand tu le laves, ça envoie des microparticules dans le cours d'eau que la bouteille traditionnelle qui flotte. Huh. Fait que c'est pour ça, tantôt, quand on disait, ben oui, il faut retirer ceux qui sont déjà là, mais il faut arrêter d'en produire parce qu'il en rentre des quantités industrielles chaque année. Je ne sais pas si tu as entendu parler de 2 jeunes, si je ne me trompe pas, c'est l'Université de Sherbrooke. Ils ont créé une grosse machine qui ramasse les particules de plastique sur les plages que l'humain ne peut pas vraiment ramasser, qui constitue, je pense, comme 50% des plastiques sur les plages. Puis je les ai invités au podcast, ils n'ont pas encore répondu, mais je trouvais leur machine puis l'initiative complètement fou de savoir qu'on peut faire ça au Québec, qu'on est en mesure de pouvoir faire notre part. Puis on fait des tests à Hawaï, je pense. Ouais. Puis c'était concluant, là. Une dizaine de tonnes en une journée, des trucs de fou, là. Ah non, mais c'est trippant. Puis il y a de plus en plus de gens qui s'impliquent puis qui inventent des machines, des technologies pour justement nettoyer notre environnement. Tu sais, des fois, il faut juste faire attention. Tu sais, là, il y a beaucoup de gens qui m'envoyaient là, des articles là, sur un bateau qui ramasse des déchets. J'ai vu ça. Il y en a plein de choses comme ça. Puis des fois, tu sais, je reste un peu mitigé par rapport à ça parce que des fois, c'est plus des buzz de réseaux sociaux qu'autre chose parce que tu sais, le bateau va coûter 50 millions à produire. Mais si on avait payé là, avec 50 millions de dollars là, des gens en Inde, à Bali, aux Philippines pour nettoyer les plages, là, bien, sûrement que le résultat aurait été bien plus grand que le bateau. Mais le bateau, il pogne ses réseaux sociaux parce que c'est une technologie puis on aime ça. Mais je suis persuadé que la mobilisation citoyenne, que plein d'humains qui se mettent ensemble, c'est bien plus performant que n'importe quelle technologie qu'on va inventer. Je ne dis pas qu'il faut arrêter d'inventer des technologies, là, mais c'est juste qu'à un moment donné, tu sais, je pense que c'est une des critiques que je nous fais en tant que société, puis on le voit avec les changements climatiques, on pense tout le temps qu'on va inventer une bébelle magique qui va tout sauver, qui va tout régler. Fait qu'on n'a pas besoin de s'en préoccuper, il y a une machine qui va être inventée à un moment donné pour régler tout ça. Ben, dans le contexte des changements climatiques, dans le contexte de la pollution des océans, c'est pas vrai que ça va faire ça. Oui, il y a des machines qui vont aider à en ramasser, mais ça reste que c'est les humains qui les produisent, ces déchets-là, puis il faut arrêter de les produire à un moment donné. Fait qu'il faut se sentir concerné. Il faut arrêter de penser, avoir la pensée magique qu'on va sauver le monde avec la technologie.
Ah, t'as raison. Ah, je pense que mobiliser les gens a beaucoup plus d'impact à long terme de toute façon, parce que justement, si ton travail, c'est de ramasser des déchets en longueur de journée, bien forcément, tu vas t'impliquer dans le jour pour ne pas consommer autant, pour ne pas jeter autant de déchets, ça va avec, tu sais. Fait Mais c'est pas juste ça, c'est influence les autres. Tu sais, le nombre de personnes que j'ai vues qu'ils viennent avec nous parce qu'ils ont vu notre mouvement, ils ont trouvé ça cool, ils viennent faire un nettoyage. Puis là, ils reviennent un mois plus tard, mais avec un cousin, un ami, son chum qui finalement a décidé de venir. Puis là, ça fait des petits, comme on dit. Fait que, on influence les gens autour de nous. Fait que ça, là, ça crée vraiment, c'est comme ça qu'on a créé un mouvement. Tu sais, c'est vraiment de personne en personne qui fait son petit rôle d'influenceur aussi dans son réseau à lui. C'est comme ça qu'on change le monde, tu sais. Puis, comme on disait tout à l'heure, puis là, je suis en train de lire un livre sur les changements climatiques qui est super comme pessimiste, tu sais. Puis je suis comme, il va falloir à un moment donné qu'on arrête de penser en individu puis qu'on pense en collectivité. Puis à un moment donné, de dire, hey, ma fin de semaine, je vais la passer pour le bien collectif, à faire une bonne action. Il faut arrêter de toujours juste penser à soi, puis moi, je vais me payer ici, puis je vais me payer ici, puis je vais me payer ça, puis je vais aller en bateau. Oui, mais à un moment donné, là, nos enfants pourront même plus faire ça parce qu'on va avoir tout détruit ce qu'il y avait à utiliser au niveau naturel, au niveau environnement. Fait que je pense qu'il faut commencer à prendre ce virage-là, de se dire, hey, je vais faire une activité qui est le fun, mais qui est pour le bien collectif. Puis les gens qui viennent participer, là, ils disent, hey, merci, c'était le fun, ça m'a fait du bien, j'ai eu du plaisir, j'étais à l'extérieur, j'étais sur le bord de l'eau, puis j'ai eu l'impression d'être utile, de servir à quelque chose. Puis en plus, tu me payes la bière à la fin du nettoyage, parce que nous autres, on paye toujours la bière à la fin. Okay. On fait vraiment ça comme un party. Donc là, en tant que COVID, on était plus relax, mais sinon, on arrive avec des couleurs, bière pour tout le monde, on jase, on a du fun. Fait qu'on a, tu sais, c'est le fun. C'est pas obligé d'être plate sauver la planète, ça peut être le fun. Est-ce que l'hiver, vous pouvez avoir certaines activités? Arrivez-vous à faire quelque chose l'hiver ou non? L'hiver, je te dirais, pour l'instant, on est super relax. Surtout parce que, tu sais, bon, c'est un projet que je tiens à bout de bras, là, tu sais, avec Lynn, les soirs par fin de semaine. Fait que l'hiver, on se repose un peu, puis on prépare nos partenaires, nos commanditaires, nos événements pour l'été. Pas impossible de faire des nettoyages, mais beaucoup plus difficile à cause de la neige, nécessairement. Mais dans le cadre de l'émission Milton, ce qu'on veut faire, c'est beaucoup plus d'actions de sensibilisation, des vidéos, des trucs, des conseils sur comment mieux consommer. Fait que ça, c'est tous des projets qu'on a là, pour la suite de la mission qui devrait prendre part là, au printemps 2021. Cool. Si un jeune veut faire comme toi, puis veut se lancer, puis créer justement un mouvement qui vient en aide dans l'environnement, quel conseil que tu vas lui donner? Ben écoute, tu sais, j'en aurais plusieurs, mais c'est vraiment dire vas-y. Tu sais, vas-y. Vas-y à fond. Tu sais, n'aie pas peur, lance-toi. Encore une fois, tu sais, ça se peut que tu te plantes, c'est pas grave. Vas-y, fonce. Puis demande à tout le monde que tu connais de t'aider. Gêne-toi pas pour demander de l'aide. Tu sais, c'est comme ça qu'à un moment donné, les gens embarquent, puis vas-y à 110%. Fallait pas à moitié. Si tu fais à moitié, les gens, ils le sentent. Tu sais, c'est un peu... mon projet, là. Encore une fois, la confiance joue un gros rôle. Là. Si tu y crois, ça paraît. Exact. Puis quand tu te donnes à 100%, les gens le voient. Que tu sois un sportif, que tu sois un entrepreneur, tu sais, quand tu as des employés, mais quand le boss donne son 110%, les employés ont envie de donner le 110%. Si tu donnes ton 50%, même affaire. Fait que quand tu as un projet et tu donnes ton 110%, des fois c'est long, mais à un moment donné, les gens vont se dire, hey, ce gars-là, il est vraiment motivé, là, je vais l'aider. Fait que c'est vraiment ça. D'y aller à 100%, puis pas avoir peur, prendre tous les risques qu'il faut. Nice, bon conseil. Si on revient un peu sur ton parcours, tantôt je disais, tu as fait de la photographie à temps plein. Ouais. On s'excuse s'il y a du bruit. Il y a un déménagement à côté, ça a tombé direct sur aujourd'hui. Tu fais un podcast, c'est parfait, génial. Fait qu'il y a comme du monde qui passe avec des gros diables. Fait que si jamais tu entends du son, check, c'est le fun. On a du fun. Merci. Donc voilà, tu as fait photographe à temps plein, mais tu avais un travail. Donc tu as quitté le travail pour aller poursuivre ta passion? Oui, exactement. Fait que, non, c'est ça, j'étais directeur général d'une entreprise dans le domaine du web. Okay. J'avais 2 enfants, puis je tripais photo. C'était vraiment comme, j'ai l'appel de ça, j'aime ça. Puis là, j'ai commencé à en faire, à prendre des formations les soirs, la fin de semaine. Puis à un moment donné, je me suis mis à avoir des contrats. Puis là, je me suis dit, ça serait possible que je gagne ma vie avec ça. Fait que, à un moment donné, là, le timing était bon, puis j'avais un peu trop de contrats pour continuer à faire ça juste sideline. Okay. Fait que là, je me suis dit, ben, c'est le moment, je prends une chance. Encore une fois, c'est une question de risque. Là, tu dis, OK, j'ai une maison, j'ai une blonde, j'ai des enfants. Je me lance dans un secteur qui n'est pas payant pantoute, mais je prends le guess d'y aller.
Puis ça a bien fonctionné pour vrai. Tu sais, j'en ai vécu 2 ans. Là, comme je te dis, j'ai eu un troisième enfant. Là, ça a comme ça a déstabilisé un peu mon équilibre. Là. Mais d'où tu as trouvé le courage de quitter ce que tu avais comme temps plein pour aller vers une passion? Où c'est que tu puises l'énergie? Ben, écoute, c'est vraiment, on fait encore appel un peu à notre ADN d'entrepreneur, de dire, hey, je le sens, puis c'est ça qui me passionne. Puis moi, pour vrai, là, des fois, j'aimerais ça pas être comme ça, mais si je suis pas passionné, j'ai plus envie, je suis pas motivé. Moi, je peux pas faire une job que j'aime pas parce que j'ai pas envie de me lever le matin, puis je suis déprimé, puis déprimé solide, tu sais. Fait que, il faut que je me trouve quelque chose que j'aime pour avoir envie de me lever le matin. Puis quand j'ai ça, moi, je peux travailler sans arrêt non-stop, puis j'ai un plaisir fou à le faire. Fait que c'est comme c'est un besoin vital, en fait, de toujours trouver ce qui me passionne parce que sinon, après, je trouve ma vie plate. Donc, pendant un certain moment, c'était la photo. Puis je l'ai exploré, puis je suis content de ce que j'ai fait. Puis je m'en sers encore beaucoup, même si je gagne plus ma vie avec ça. À travers la mission 100 tonnes, à travers la SDC, ben, mes compétences de photographe, de communication, je les utilise. J'ai encore tous mes appareils photo, tous mes shootings photos, je les fais moi-même. Fait que c'est super utile. Puis j'ai adoré être photographe professionnel. Tu sais, je suis allé en Inde, je suis allé à Haïti, je suis allé aux Philippines. Tu sais, je faisais du tourisme, fait que j'étais toujours dans des auberges, dans des pourvoiries, dans des super beaux lieux à faire des photos extraordinaires. J'ai adoré mon quotidien quand j'étais photographe. C'est un fou projet de photographe. En plus, la semaine prochaine, je crois, je reçois un photographe qui fait beaucoup de voyages, justement. Okay. J'ai hâte d'y parler, à savoir c'est quoi les défis que tu as en voyage. C'est con, mais des trucs de genre les batteries. Il a pris des photos beaucoup dans le nord, puis je me dis comme les batteries, ça gèle. Là, tu as un sac à dos, tu as 18 batteries. Il doit y avoir plein de problèmes que j'ai hâte de savoir un peu comment il arrive à les résoudre. C'est quoi un peu les défis que tu as quand tu voyages en tant que photographe. Puis tu as fait de l'aide humanitaire en tant que photographe. Parle-moi un peu d'où tu as été, tu parles de l'Inde. Je sais que les Philippines, c'était aussi à cause d'une tornade ou un. Oui, ben écoute, moi, ça a toujours été un autre de mes rêves de faire de l'aide humanitaire. Okay. J'ai toujours eu cet appel-là d'être dans des zones où c'est rough, dans des zones où le monde, il vit vraiment dans des conditions exécrables. Pas parce que j'aime ça voir ça, mais pour aller les aider, aller faire ma part. Fait que je me suis impliqué avec l'œuvre Léger, qui s'appelle maintenant Mission Inclusion. Puis j'ai fait une mission à Haïti avec eux, une mission aux Philippines qui a été la plus marquante parce qu'on est arrivé là, 2 jours après le typhon. C'est un super typhon, c'est un des typhons qui a été, là, je ne sais pas s'il y en a eu d'autres depuis, là, mais à l'époque, c'était le plus fort super typhon qui avait jamais touché terre. Wow. Des vents de 300 km/h, l'eau a monté là, de plusieurs mètres. On est arrivé, il y avait encore des cadavres dans la rue. Là. Fait que c'était vraiment, tu sais, on va se le dire, là, c'était trash. Là. Puis on a passé là, quasiment 1 mois là-bas à donner de l'eau potable. Moi, j'étais là plus comme photographe, fait que je documentais la mission. Puis ça a été une expérience incroyable, marquante, triste. Mais tu sais, j'ai carrément vu la fin du monde là-bas. Là. Tu arrives, c'est comme dans les films. Là, tout est détruit, tout le monde veut sortir, toi tu rentres, il y a des avions militaires partout, les gens meurent de faim, meurent de soif, tous les arbres sont couchés à terre, les maisons sont toutes détruites. Fait que ça a été vraiment une expérience qui m'a montré aussi l'impact des changements climatiques, puis vers quoi on se dirige. Vers quoi on se dirige, vers en 2050, en 2100, ben c'est ça, à répétition, qui va arriver. Fait que ça m'a montré l'impact humain des changements climatiques. Ça m'a donné le goût aussi de continuer encore plus en environnement qu'en aide humanitaire. Parce que plus qu'on va sauver notre planète, moins qu'il y a de gens qui vont souffrir de ce genre de catastrophe-là. Ouais. Mais quand tu dis que c'était trash, tu as passé 1 mois là-bas, est-ce qu'il y a un moment que tu t'es dit, OK, c'est trop. C'est trop de misère, c'est trop douloureux, il faut que je quitte? Ou non. Pas une fois? Non, honnêtement, autant j'ai le cœur sensible, autant je suis capable de me mettre une armure quand je vais dans ces situations-là. Tu sais, je suis allé en Inde faire un reportage sur les gens qui travaillent dans les dépotoirs à New Delhi. Tu sais, des enfants qui passent leur journée à ramasser des déchets dans le plus gros dépotoir du monde. Tu sais, qui mangent à même les déchets, tu sais, de New Delhi. C'est dégueulasse, c'est effrayant, tu sais. Ouais. Mais non, j'ai jamais eu cette espèce de crash émotionnel-là, honnêtement, parce que je suis là pour les aider à ma façon.
C'est micro là, ce que je fais. J'en suis complètement conscient. Mais quand j'étais allé en Inde, j'avais amené plein d'argent que j'avais amassé au Québec pour donner aux familles que j'ai rencontrées. Ça dit quelque chose, mais au moins cette semaine-là, il y a peut-être eu un petit peu plus de bouffe sur la table. Puis j'aime ça, entrer en contact avec ces gens-là. Puis honnêtement, c'est un peu triste à dire, mais souvent, les gens sont plus souriants. Ils ont l'air quasiment plus heureux que bien des gens que je croise au Québec puis qui vivent dans des situations complètement effrayantes. Pour nous, on ne connaît pas ça, cette misère-là. On ne connaît pas ça à être après un typhon ou de vivre dans l'extrême pauvreté. Eux, c'est leur quotidien, puis ils se sont quand même adaptés à ça, puis ils sont hyper résilients. Nous autres, on fait une dépression parce qu'on est confinés puis on s'ennuie de nos proches. Ouais. Mais eux, ils ont faim, ils ont soif, puis ils vivent dans une cabane de tôle, puis ils sont souriants, puis ils jouent, puis ils sont contents de nous voir. Ça met vraiment en perspective énormément de choses. Mais non, j'ai jamais eu de crash émotionnel de dire « OK, c'est too much, je suis pas capable », parce que j'avais l'impression que je servais à quelque chose d'être là, que j'avais ma mission à moi, puis je contribuais à un petit peu améliorer le monde en faisant ce que je faisais là. Ouais, c'est clair. Tu es quand même hyper occupé, vu que justement tu fais Mission 100 tonnes, plus ton travail de directeur général, plus père justement de famille. Si les journées duraient là, 30 heures, là, si tu avais 6 heures de plus, qu'est-ce que tu ferais de ce temps-là? Écoute, j'investirais encore dans la mission. La mission 100 tonnes va devenir la mission 1000 tonnes. Je suis persuadé qu'il y a un potentiel extraordinaire dans ce concept-là, puis dans le branding qu'on a créé. Là, en ce moment, on a des commanditaires qui nous appellent pour dire « Hey, on veut collaborer avec vous autres. Là, on aime ce que vous faites, on aime votre vibe, on aime... » Fait que le potentiel est là. Mais là, je travaille les soirs par la fin de semaine, puis quand il me reste assez d'énergie pour travailler là-dessus, ça pourrait être bien plus si j'avais plus de temps à y investir. Puis ça reste que j'ai 3 enfants, fait que des fois, je fais le choix de dire non, je travaille pas sur mon projet, je m'occupe de mes 3 petits minous parce que, au final, c'est mes 3 petits, puis ils seront petits 2 fois, là, fait que faut en profiter, puis il faut les aimer, ces petits enfants-là. Fait que, mais si j'avais plus de temps, je mettrais encore plus de temps pour mes enfants, puis pour la mission 1000 tonnes. Si tu me parles de commanditaire, quel commanditaire, outre financier, que tu aurais besoin pour que ça aille plus vite ramasser? Est-ce qu'il manque de machines? Est-ce que tu manques d'équipement en tant que tel? Ou tu manques juste de gens puis d'argent pour pouvoir promouvoir davantage la mission? C'est sûr que pour l'instant, on est très axé sur des commanditaires financiers parce que ce qui nous manque, là, c'est des gens qui vont travailler temps plein sur la mission pour la développer et la faire rayonner. Oui, il y a plein de gens qui nous proposent du bénévolat, mais souvent, j'allais dire le dark side du bénévolat, c'est que les gens sont prêts à donner un petit peu quand ils ont le temps, une semaine, là, mais pas l'autre semaine d'après. Fait que ça devient quasiment plus de gestion pour moi de gérer des bénévoles que de le faire moi-même. Fait que c'est pour ça qu'à un moment donné, c'est comme, oui, les bénévoles, quand c'est le temps d'aller ramasser, de se mettre les 2 mains dans l'eau ou dans la boîte pour sortir des déchets, ça, c'est parfait, c'est là que j'en ai besoin. Mais pour tout ce qui est administratif, logistique, communication, j'ai besoin de staff pour vraiment qu'on ait une force d'impact puis faire rayonner la mission 1000 tonnes. On veut avoir des divisions ailleurs dans le monde, on veut être partout dans la francophonie, puis je suis persuadé que c'est faisable et il faut qu'on ait du staff qui sont dédiés à travailler sur ce projet-là, si on veut aller plus loin. Il te faut du staff qui est tout le temps le même aussi, parce que autant ton visuel que tout le reste de marketing, si la personne est là avec vous depuis le début, elle connaît le mindset, elle connaît la vision de l'entreprise. C'est plus facile de travailler en étant là depuis des années que de faire 2 semaines sans ligne quelqu'un d'autre à chaque fois. Ça ne va pas être optimal non plus, là. Ça, c'est officiel. Je fais référence à la SDC. Notre équipe est stable depuis à peu près 4 ans. Ouais. Ça fait toute la différence. Parce que tout ce qu'on fait, notre équipe l'a déjà fait. Fait qu'on a l'expérience, on sait comment faire, on a peaufiné nos processus. Fait que là, c'est comme, on est 1000 fois plus performant qu'il y a 4 ans. Puis c'est un peu ce que je voudrais recréer à la mission 1000 tonnes. C'est de dire, regarde, là, je veux une équipe hyper performante qui va être stable. Puis quand ton équipe est stable, c'est parce que tu la traites bien, tu la payes bien, puis ils sont convaincus de la cause que tu défends. Fait que, tu sais, si t'as pas ça, en quelque part, en tant que boss, pose-toi des questions. Tu sais, moi, je trouve que les humains impliqués dans une entreprise, dans un organisme, il faut bien les traiter, il faut les gâter, il faut bien les payer. C'est comme ça que tu deviens performant. C'est vrai, tu as raison, totalement. Si on parle de ton day-to-day, là, Jimmy Vigneux travaille énormément. À quoi ressemble une journée typique là, du matin au soir chez vous?
Ben, écoute, Je suis chez vous, mais ça peut que tu ne sois pas chez vous des fois. Là. c'est sûr que ça varie été, hiver, enfant, pas enfant. Mais tu sais, sinon, quand j'ai mes enfants 50% du temps, je suis séparé. Ben, tu te lèves le matin, il est 6 heures, prépare les lunchs, prépare les enfants, tes habits, tes envois à garderie, à l'école. Après ça, fais ta journée de travail à la SDC. Des fois, entremêler le midi ou, tu sais, des fois, prendre une petite demi-heure à la mission pour faire 2-3 téléphones, renvoyer 3-4 courriels. Le soir, on va chercher les enfants à l'école, à la garderie, arrive à la maison, fait le souper, fait les devoirs, donne les douches, couche les enfants. Puis là, idéalement, tu refais une petite heure de mission sans tonne le soir avant de te coucher. Là, ça, c'est une bonne journée. Tu sais. Quand j'ai pas les enfants, c'est sûr que là, c'est plus facile. Je me lève le matin, je peux même travailler sa mission avant de commencer ma SDC. Je fais ma SDC, le soir, je soupe, puis je travaille sur la mission. Mais quand c'est l'été, là, c'est une autre affaire. C'est les fins de semaine, les soirs de semaine, souvent des nettoyages de berges qui se rajoutent à tout ça. Fait que le soir, à 5 heures après ma job, je prends mon camion, je m'en vais sur le bord de l'eau, on est avec 25, 30, 40 personnes, on nettoie le cours d'eau, on gère tous les déchets, je reviens à 10 heures le soir, on fait le ménage du camion un peu, puis on recommence le lendemain matin. Aïe, aïe, aïe. Pour les gens qui ramassent, qui ne sont pas avec toi, comment ça fonctionne? Ils pèsent leurs déchets, ils t'envoient, toi, calculatrice, tu calcules. Exact, c'est super simple. Écoute, tu sais, les gens ramassent dans leur petit coin de pays, n'importe où. Ils prennent une petite balance à déchets ou en tout cas, ils trouvent une façon de peser le poids des déchets. Ils nous envoient une photo puis le poids. Moi, j'ai mon petit fichier Excel. Puis souvent, l'été, là, je passe une partie de mes soirées à faire ça, de prendre tous les petits nettoyages qui ont eu lieu dans la semaine. Puis je rentre ça dans le fichier Excel. Puis c'est comme ça qu'on fait notre comptabilité. Puis autant ceux qui nous envoient les 0,5 livres que ceux qui nous envoient les 450 livres, on les comptabilise un par un. C'est cool. Tu es quelqu'un d'accompli, selon moi. Je pense que tu peux dire que tu as fait beaucoup de choses. Est-ce qu'il y a des opportunités que tu n'as pas saisies, que tu aurais voulu saisir, ou des choses que tu regrettes à travers ton parcours? Non, rien que je regrette, mais je suis loin d'arriver à. Bon, on peut dire peut-être que je suis accompli, mais pas tant que ça, tu sais, dans le sens que. T'es dur avec toi-même, là. T'es un peu comme moi, fait que t'aurais beau avoir ramassé 10 000 tonnes, tu vas quand même te dire, je suis pas assez accompli. Je pourrais faire plus. C'est un mindset. Puis effectivement, je suis comme ça, mais c'est la beauté de la chose, hein, parce que c'est ce qui me pousse par en avant. Parce que si je me dis, OK, je suis accompli, parfait, j'ai 38 ans, puis je me suis sur mes lauriers, puis j'attends ma retraite. Mais au contraire, c'est comme, j'ai 38 ans, je trouve que je suis pas encore assez loin par rapport à où je voulais être, mais en même temps, j'ai accompli beaucoup de choses, j'ai accumulé beaucoup d'expérience, de contacts, d'expertise. Et là, je suis en feu pour le prochain 30 ans, je vais aller loin. Là. Fait que c'est juste le début. En lançant Mission Milton, c'est comme OK, on veut que ça explose. Même chose à SDC, on a plein de nouvelles idées. C'est comme OK, là, on va pousser la machine là, dans les prochaines années pour aller encore plus loin dans tout ça. Là. Cool. Parce qu'à la base, tu as un bac en communication politique, si je ne me trompe pas. Ouais. Et là, j'étais fouillé ton LinkedIn. Puis j'ai vu qu'il y avait d'autres formations. Ouais. Raconte-moi un peu quelle autre étude que tu as en fait? Ben oui, écoute, moi, j'aime ça aller à l'école une fois de temps en temps. Fait que j'ai fait un micro-programme de 2e cycle universitaire en changement climatique, un autre en développement régional. Puis je suis allé aussi à l'Institut du leadership de Montréal faire une certification en habileté de gestion et stratégie. Fait que c'est un peu ça. Là, je regarde pour un DESS en environnement, là, peut-être pour les prochaines années. Fait que je regarde ça tranquillement, pas vite, là, mais c'est un peu mon objectif. Puis tu fais des conférences aussi, là? Oui, exact. Ouais, je fais partie d'une agence de conférenciers professionnels. Fait que je fais des conférences autant sur la mission 100 tonnes, comment j'ai réussi à mobiliser les gens, autant que je fais une conférence sur le branding, comment mettre en valeur une image de marque. Fait que là, j'utilise ce qu'on a fait dans Hochelaga et ce que j'ai fait avec la mission 100 tonnes. Je donne une conférence sur comment monter une image de marque qui est performante et qui est puissante. J'adore ça faire des conférences pour vrai, particulièrement dans les écoles, justement, avec des jeunes, tu sais, tu as plein de monde qui sont plein de rêveurs qui veulent faire des projets, mais qui manquent un petit peu de savoir comment faire. Ben, là, moi, je leur donne tous les trucs que j'ai. C'est pas stressant de faire une conférence? T'es pas un peu anxieux face au texte, face à oublier des trucs? Non, honnêtement, puis
sais, je suis pas un extraverti, honnêtement. Je suis plus un introverti, même si ça peut avoir l'air du contraire Ça, des je fois. là. Ouais, non, c'est ça, hein? Mais non, je suis quand même un introverti. J'aime ça être dans ma bulle, faire mes petites affaires. Tu sais, je suis sociable, mais quand même, je ne suis pas un gros gars de gang. Mais je suis à l'aise sur un stage. J'aime ça être sur un stage. Fait que non, tu sais, il y a toujours le petit stress, mais le fun de OK, là, je vais embarquer sur la planche bientôt, c'est moi. Puis une Ouais. fois que je pars, là, j'ai du fun, je me sens bien, je me sens confortable. Cool. J'irai te voir en conférence un séjour quand des conférences il y aura là. Ouais, On, c'est assez tranquille ces temps-ci, là. on se parle bientôt. Je t'ai envoyé par courriel les 5 questions Ouais. que je pose à tous mes invités, que je trouve super intéressantes. Fait que, question numéro 1. Quand tu te sens anxieux ou stressé, qu'est-ce que tu fais pour redevenir zen ou focus? Je te dirais, mon réflexe naturel, là, c'est d'aller écouter un film en mou, tranquille, OK. mais ça m'aide pas. Dans le sens que je vais passer un 2 heures correct, mais après mon film, je suis encore anxieux. Ça m'a pas rendu zen. Fait qu'il faut vraiment que je me pousse à sortir dehors, aller faire du plein air. Moi, ça, c'est ce qui m'aide le plus. OK. Aller faire de la raquette, aller courir dans le bois, aller patiner. Ça me fait du bien. La nature me ressource, puis me dépenser me fait du bien. Je ne suis pas un gars de gym ben. Moi, aller faire du vélo stationnaire, pousser des poids, je ne suis pas inscrit là-dedans. Puis les fois, je suis allé, je suis comme, c'est toujours forçant d'y aller. Tandis qu'aller jouer dehors, ça me fait du bien. Puis ça, j'aime ça, particulièrement en nature. C'est bien une chose que la pandémie a été positive, c'est ça. Je pense que les gens ont reconnecté avec la nature au Québec. Même moi, l'hiver, en général, là, c'est voyage. Là. Je voyage partout à travers le monde, puis je me promène. J'ai du mal avec le froid, mais là, depuis le début de l'hiver, j'ai tellement fait de hiking. J'ai fait de la raquette, du ski de fond. J'ai patiné, même si je n'ai pas patiné. J'ai tellement fait de sport dehors, puis c'est vrai que juste de pouvoir aller marcher en nature, il y a tu te dépenses d'activité physique. Fait que ça aide quand même à tout ce qui est hormonal puis nerveux. Puis en plus, tu as la beauté d'être dehors, le vent frais, tout ça, ça crée un petit déstress très paisible. Ouais, c'est clair. Puis avec la COVID, là, la ville était moins excitante qu'elle l'est d'habitude. Il n'y a pas d'événements, c'est un peu sale, on ne peut pas trop se croiser, on ne peut pas trop se voir, tout le monde a des masques. On est pas mal mieux dans le bois qu'en ville en ce moment. Non, ça, c'est clair. Si tu avais un podcast dans le but d'inspirer, Ouais. qui serait ton invité? Mort ou vivant? C'est vraiment à ton choix. Ben, écoute, il y en a plusieurs, mais j'aime beaucoup Yann Arthus Bertrand, grand photographe français, environnementaliste. Ça vaut la peine que tu le découvres. Écoute, c'est un gars qui est rendu à 75 ans, mais il a passé sa vie à photographier la beauté de la planète. Wow. Puis il fait des films sur justement l'environnement, sur la nécessité d'agir. Je trouve que c'est un gars hyper inspirant de toute son histoire de vie. Puis que, ouais, j'aimerais bien rencontrer, j'aimerais bien interroger pour aller profiter de sa belle expérience. Honnêtement, un de mes fantasmes, ce serait d'avoir sa vie. Là, il a passé partie de sa vie en Afrique à photographier les animaux de la savane. Il a fait le tour du monde, à faire des photos en hélicoptère. C'est comme, my God, wow. Il est encore vivant. Oui, tout à fait. Il est encore vivant, il est encore super actif. Il a fondé Good Planet, qui est une ONG française en environnement. Ils ont fait un live dernièrement avec lui. Super cool à aller regarder. Vraiment, c'est un gars bien modeste, mais qui a une vie extraordinaire. Si jamais j'arrive à l'avoir au podcast, mettons, je te promets que je te mets dans le convo. On va être trois petites images. Tu vas pouvoir y poser les questions que tu veux. Je te promets que je te paye une méchante bonne bouteille de vin. Parfait. Tantôt, tu parlais de coucounage et d'écouter un film, justement. Ouais. Si tu avais un film ou un livre que tu peux relire ou revoir comme film non-stop, c'est lequel? Je te dirais que la série Planet Earth de la BBC, Ah ouais, hein, une série documentaire magnifique, extraordinaire. Je me tente comme jamais de voir ces images-là, de la nature, de la beauté de la nature. J'écoute ça avec mes enfants, on les réécoute périodiquement. Puis à chaque fois, c'est tout le temps merveilleux de regarder ça. J'oublie le nom de la voix de l'homme qui fait. Seigneur, t'as peu, je l'ai sur le bout de la langue. OK, il ne me revient pas. En tout cas, ce monsieur-là, sur Netflix, a sorti, je ne sais pas si tu l'as vu, mais un documentaire qui est fait par BBC, puis sa vie à lui, le cœur, quand il parle, ça n'a aucun sens. Tu sens qu'il est profondément touché par tout ce qui se passe à travers la planète. C'est très touchant. J'ai versé quelques larmes à la fin. Non, vraiment, moi aussi, j'ai vu son documentaire, puis cet homme-là,
c'est un peu comme Yann Arthus Bertrand, même type de parcours, qui ont traversé la planète. J'aimais beaucoup quand il disait, il dit, maintenant, il est très engagé pour sauver la planète. Il dit, j'ai peut-être même contribué des fois à créer l'effet inverse, parce qu'à force de montrer la beauté de la planète, on ne montrerait pas les difficultés, puis la déforestation, puis la désertification, parce qu'on montrait juste ce qui était beau. Ouais. Puis, il a comme changé son fusil d'épaule en disant, OK, c'est correct, il faut montrer ce qui est beau parce qu'on protège ce qu'on aime, on protège ce qu'on trouve beau. C'est vrai. Mais il faut arrêter de penser que, des fois, il en reste 10 gorilles des montagnes. C'est beau démontrer dans l'émission, mais dans 20 ans, il n'y en aura plus. Ah, ça peut les trouver et les filmer parce qu'il n'y en a presque plus. Mais le dernier Planet Earth, grosso modo, il y a quand même un petit côté pro-environnement. À la fin, ils montrent des espaces où justement, il n'y avait aucun oiseau qui était là parce qu'il était disparu à cause de la pêche ou je ne sais pas trop. Puis ils montrent qu'on peut, justement, c'est positif, je trouve, on peut retrouver facilement en 20-30 ans des climats puis des animaux qui sont disparus à cause de l'impact humain. Fait que je pense pas que du côté... C'est ça un peu qui est dommage. On dirait que c'est très négatif. La planète est en destruction, l'humain, un cancer, ou c'est super beau. Je pense que de montrer qu'on peut comme être avec la nature puis bien faire les choses, c'est la façon de faire. Parce que les gens sont justement tannés de se faire pointer du doigt constamment, même si l'humain a quand même un gros impact. Là. Je pense que de faire des documentaires qui montrent des exemples de lieux qui avaient, disons, plus de requins, plus de corail, peu importe, puis que c'est redevenu bien grâce à la protection, je pense que ça peut aider à conscientiser davantage les humains. T'sais. Bien, tu as tout à fait raison. Puis en fait, je pense que c'est à peu près le seul chemin quand on parle de documentaire, on parle de communication. Parce que quand on montre des situations catastrophiques, la très grande majorité de la population va juste pas le regarder. Ouais. Parce que c'est tellement rendu lourd, tellement rendu anxiogène, la situation de la planète, que même moi, des fois, il y a des titres d'articles dans la presse, dans le Devoir, dans quoi que ce soit, que tu dis « Ah non, je ne vais pas le lire, ça me déprime trop de voir à quel point c'est une catastrophe. » Ah, exact, je comprends. C'est pour ça qu'il faut vraiment, comme tu dis, de montrer des belles réalisations, que oui, c'est possible, oui, il y a encore de l'espoir, parce que sinon, les gens font semblant que ça n'existe pas, et ça, ben, ça crée une inaction collective qui est mortelle à moyen et long terme. C'est avec ça qu'il faut se battre en ce moment, où tout le monde est conscient de ce qui se passe. Là, il n'y a pas personne qui peut dire « Je n'étais pas au courant des changements climatiques », mais à quel point on agit collectivement, c'est assez minime si on considère l'ampleur du problème qui nous attend. Là. Je pense que des fois, on pense que c'est trop gros, qu'en tant qu'humain, on ne peut pas agir. Mais c'est pas compliqué d'empêcher la pêche sur le bord d'une côte en telle et telle zone pour que toutes les poissons reviennent et que là, les oiseaux reviennent parce qu'ils peuvent manger. C'est pas si complexe. On peut quand même, en tant qu'humain, agir. Puis je pense qu'il y a une mission 100 tonnes, c'est exemple. C'est l'exemple parfait. 100 tonnes de déchets en 2 ans. C'est énorme. Honnêtement, quand j'ai vu ton projet, je fais 10 tonnes. Je pense que 2-3 ans, il peut le faire. Puis là, tu le clenches en 75 jours. Puis je suis comme, OK, c'est ça. Là. Je pense qu'il faut que je change mon mindset face à ce que les humains ont la force de faire. Surtout si on le fait d'une façon collective, justement, que tout le monde est ensemble. C'est incroyable ce qu'on peut faire en tant qu'humain. Là. Les humains ont une force incroyable. La grande difficulté, c'est des unir pour travailler ensemble. Oui, c'est vrai. Puis, des fois, on a tendance, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui disent « Ouais, mais justement, comme tu dis, moi, ça ne change rien ce que je fais. Il faut que ce soit les gouvernements et les grosses entreprises qui changent. » Mais les gouvernements et les grosses entreprises, là, c'est nous. À partir du moment où on va tous être mobilisés, à partir du moment où on va arrêter d'acheter de la cochonnerie, les entreprises n'en produiront plus de cochonnerie, il n'y a personne qui l'achète. C'est là qu'à un moment donné, il faut aussi parce que c'est vrai que c'est pas juste, il ne faut pas rejeter la faute juste sur les citoyens de toute l'ampleur de la crise environnementale. Mais il faut que c'est les citoyens qui vont faire le changement quand ils vont se mobiliser, quand il va y avoir 4 millions de Québécois dans la rue pour dire sauver la planète, on est écœuré de pouvoir la détruire, il va se passer quelque chose. Mais quand on est 20 000, c'est cute, ça passe à la TV, mais c'est pas assez. Fait que c'est là qu'il faut réunir tout le monde comme étant une seule et même cause, parce que on va tous subir les conséquences de ce qui s'en vient, puis on n'a pas idée à quel point c'est un peu épeurant ce qui s'en vient. Ah, c'est énorme. Mais bon, on va rester positif. On va dire que l'humain va continuer d'évoluer, que tout va bien aller, puis qu'on va se mobiliser tous ensemble. On était rendu à la 4e question. Voilà. Si tu pouvais peindre ce qui signifie le bonheur pour toi, qu'est-ce qu'on pourrait retrouver sur ta toile? Écoute, je sais pas, il y a 2 choses qui me viennent en tête. Premièrement, il y a l'amour. Puis ça fait un peu quétaine, mais je parle pas d'un amour entre un homme et une femme, mais c'est l'amour qu'on a
L'amour global, tu sais, l'amour pour les forêts, les océans, les animaux, l'amour qu'on porte à ce qui nous entoure, à nos enfants, tu sais, c'est là que je me sens le mieux. Moi, le bonheur est là, tu sais, dans l'amour de mes proches, quand je suis dans un lieu où je sens que la nature est présente. C'est la deuxième chose que j'allais amener, c'est la nature. Moi, c'est quelque chose qui me rend bien d'être sur le bord de l'eau, d'être en forêt, d'être en nature. Je me sens zen, puis je me sens dans l'équilibre naturel des choses, tu sais, en fait. Ouais. Fait que, ouais, c'est vraiment ça qui me rejoint. Puis, tu sais, tu le vois un peu, mon projet de la Mission 100 tonnes, c'est de protéger la nature, puis de le faire avec l'amour de tous ces gens-là qui nous donnent de l'amour en venant ramasser les déchets avec nous. Je pense que, tu sais, l'amour des humains les uns pour les autres, c'est la plus grande force qui existe. Tu sais, moi, je trouve ça incroyable. Des fois, des gens on ramasse 250 000 $ pour une personne qui a le cancer, qui a besoin d'une opération aux États-Unis. Là, il y a plein de gens qui donnent de l'argent pour cette personne-là juste par amour. C'est extraordinaire. C'est merveilleux. Fait que c'est tu sais, après ça, il reste à bien canaliser toute cette force-là. Puis après ça, ben écoute, moi, je suis super positif pour l'avenir parce que cette force-là existe. Là, après ça, il faut juste trouver la façon de la canaliser. Puis, à mon avis, l'environnement, la protection de la planète, là, il faut trouver la façon d'en canaliser encore plus sur cette cause-là parce qu'elle a un impact sur tout le reste. Elle a un impact sur tous ceux qui ont des maladies respiratoires, les cancers, c'est tout lié à l'environnement. Les gens qui meurent de faim dans des pays en Afrique ou en Asie, c'est lié au changement climatique. Fait que cette cause-là doit devenir collectivement une priorité, à mon sens. Il faut plus de leaders comme toi aussi, je pense. T'sais, je pense que les humains ont besoin de quelqu'un qui, justement, va de l'avant, qui est à l'avant, qui arrive à mobiliser tout le monde. Parce qu'en tant qu'individu, c'est pas tout le monde qui a la force ou le courage, ou appelle ça comme tu veux, là, de pouvoir, justement, créer des projets comme tu fais. Fait que si tu peux inspirer des gens, ben, let's go. Puis il en faut plein. Il faut plein de Jimmy Vigneault partout. Puis tu as raison, puis tu sais, si je peux donner un conseil à des gens qui ont des projets dans ce sens-là, on est dans une ère au niveau des communications où on a besoin d'avoir des individus. Fait qu'on n'a plus autant envie de suivre des organismes comme Greenpeace ou Équiterre. C'est devenu des logos, c'est devenu des grosses ONG. On a envie de suivre des projets de gars ordinaires puis de femmes ordinaires qui ont décidé de faire une différence. Et puis on le voit, là, on est rendu dans un monde d'influenceurs. On suit des gens qui nous montrent leur vie quotidienne. Puis là, on regarde leur choix de vêtements ou de make-up. La vie est rendue comme ça. Fait qu'il faut s'adapter parce que les communications dans un projet comme le nôtre, c'est central. Il faut y réfléchir. Puis justement, de se dire, regarde, moi, je vais me mettre en valeur, pas pour devenir une vedette, mais juste pour montrer que n'importe quel humain ordinaire peut faire une grosse différence. C'est ça qui marche le plus. C'est un peu ça le but de mon podcast. À la base, quand je parlais des amis, je fais un podcast qui se veut inspirant, qui veut motiver les autres, les gens me donnaient des noms déjà connus. Des gens comme des Dragons, des Laurent du Vin Tardif, des gens qui sont déjà présents, qui sont tellement... Pas que c'est pas atteignable, mais justement, des fois, ça peut être un peu intimidant pour quelqu'un qui est chez eux, qui fait « Moi, je veux créer un changement. » Oh, mais si tu parles au président de chez Greenpeace, l'échelle est longue à monter. Là. Fait que si tu mets à quelqu'un qui est comme toi, qui dit « Hey, c'est quoi, j'ai ramassé 10 tonnes. C'est parti de ça, c'est rendu à 100, ça va être à 1000. Puis je nous souhaite que ce soit 10 000, 20 000, peu importe le nombre de tonnes qu'on peut ramasser. Mais tu sais, c'est possible de le faire à partir de presque rien. Fait que je veux un peu mettre ces gens-là de l'avant, des gens qui sont, comme tu dis, un peu monsieur, madame, tout le monde. Tu n'as pas besoin d'avoir le plus grand bac au monde, d'avoir une maîtrise pour qu'il y ait des projets qui font une méga différence dans la vie de tous les gens. De tous les jours, excuse. Cinquième question, avant qu'on termine. Si tu avais 60 secondes de radio, télé, tout arrête, tout le monde écoute au même moment Jimmy Vigneault, qu'est-ce qu'on entend? Qu'est-ce que tu dis? Ben, c'est sûr que je veux dire, tout le monde, tu sais, justement, par rapport à la planète, c'est le temps d'agir. Hein. C'est le temps de travailler tous ensemble pour faire une différence. Parce que plus ça va, plus qu'il va être trop tard. Puis il y a déjà des choses qui sont irréversibles. Le monde qui existait n'existera plus. Ça, faut s'y faire. On est en adaptation à un nouveau monde, mais tout n'est pas perdu, mais il faut travailler ensemble. Puis chaque jour qu'on ne travaille pas ensemble, on gaspille une journée pour sauver une espèce, pour sauver les requins, pour sauver des vies humaines. Tu sais, les changements climatiques, c'est aussi des vies humaines. Fait qu'à un moment donné, il faut qu'on s'y intéresse puis qu'on arrête un peu ce culte de la consommation des gogos,
des guédis, des affaires de plastique, de manger de la viande rouge. Il va falloir qu'on réduise parce que on ne pourra même plus le faire. Si on continue comme ça va finir par être interdit ou on ne pourra même plus. Nos enfants ne pourront plus. Puis laissons donc une planète comme on l'a connu à nos enfants, une planète où il reste de la nature, il reste de la vie. Là, on le voit en ce moment, les écosystèmes sont en train de s'effondrer, les grands prédateurs, ils meurent partout sur la planète. Mais comme tu dis, il y a encore des façons de sauver tout ça. Ouais. Mais il faut changer notre paradigme d'humain, de passer d'un mode de consommateur à un mode où collectivement, on protège la nature parce que c'est notre plus grande richesse. Fait que c'est vraiment d'essayer de mobiliser tous ces gens-là à dire « Hey, collectivement, on peut faire une différence et il faut le faire, faisons-le. » Puis on est capable de le faire si on y se met tous ensemble. Il n'y a pas une grande entreprise et un politicien qui va résister à des communautés qui sont unies et qui travaillent dans le même sens. C'est vrai. Tout ça, c'est très beau. Je souhaite que ce message-là passe à travers le monde. Puis je te souhaite que Mission 100 tonnes devienne 1000, 2000, 3000 et le plus possible. Je te souhaite plein de gens aussi d'avoir une équipe vraiment stable qui puisse pousser la mission où ce que ça peut être. Merci d'avoir été là. C'était très, très cool. Merci. Merci à toi pour ton initiative et de m'avoir prêté un micro pendant 1 heure. Ça fait bien plaisir. Merci, Jimmy.